Édition spéciale Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. Avec vous sur Sud Radio, avec Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP, Alexis Poulain, journaliste spécialiste des questions européennes, Éric Revel, journaliste, ancien patron de... Journaliste, c'est bien, Oui. c'est bien, c'est mon métier. Bon, journaliste. Oui, puis ancien, c'est pas bien. Non. Oui, Il est non. Futur patron du CSA, tiens, c'est ça. Sophie de Menton, chef Valérie d'entreprise, lance une rumeur. président du mouvement éthique. Voilà, que va annoncer Emmanuel Macron ce soir? Marc Fiorentino, vous connaissez peut-être, qui est un économiste, bien dit ce soir c'est Noël, Jupiter se transforme à 20h en Père Noël avec voilà. des cadeaux. J'ai pas l'impression. Avec des cadeaux par milliard et devinez qui va payer. J'ai dit après Père Fouettard, Père Noël, oui. Juste une toute petite parenthèse quand même pour faire le lien avec le sujet dont on parlait, c'est à savoir toute la casse qu'il y a eu. C'est le pognon de dingue que ça va nous coûter. Je veux dire, les heures sup des policiers. Attention Valérie, c'est la formule d'Emmanuel Macron sur les prestations sociales. Les policiers attendent toujours que 26 millions d'heures sup soient payés sur les mobilisations précédentes. Les infirmières aussi. Et l'hôpital. Non, mais Valérie a raison et je suis contente que Valérie ait dit ça, parce que ça prouve, on a très injustement sur ce point attaqué Macron, qui était révolté parce que ça marchait pas mieux. Oui, mais enfin là, c'est vrai, mais mais s'il y avait une gestion un peu différente, ça nous aurait quand même pas coûté tout ça. Je suis d'accord. Bon. Donc voilà, donc ce soir, que peut-il annoncer? Est-ce qu'il va se transformer en Père Noël? Non, la réponse est non. Il ne se transforme pas en Père Noël, il ne veut pas revenir en arrière. Par rapport à ça, Julien de Normandie ce matin dit la baisse des APL, c'était une mauvaise mesure. Donc, est-ce qu'ils vont baisser leur culotte? J'ai d'abord peur qu'ils restent très techno. Ensuite, il faut savoir une chose qui est très inquiétante, c'est que plus il y aura de petites mesures, plus ça va exaspérer les gilets jaunes. C'est inaudible. La technocratie, ils ne comprennent pas qu'on a une révolte contre la technocratie. On n'en peut plus. Donc ça, c'est absolument fondamental. Moi, je pense qu'il faut qu'il soit gaulien, entre guillemets. Il faut qu'il trouve la formule magique, parce qu'on ne lui demande pas de résoudre économiquement une crise qui met énormément de temps à être résolue. On ne lui demande pas de trouver d'un claquement de doigts des mesures pour faire raquer, entre parenthèses, les entreprises, ce qui serait absolument contre-productif. Donc il faut qu'il soit très 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 court. Formule choc. Une bonne lumière à bon son. Oui. Il a une mine épouvantable. Mais moi, ce qui sort de tout ça, c'est qu'il y a cette faillite d'Emmanuel Macron, c'est une faillite collective. C'est pas normal qu'une institution de la République, comme le président de la République, devienne un bouc émissaire. Donc il y a à la fois une question sur comment il a incarné le rôle, mais il y a une question aussi sur pourquoi les Français entendent tellement aussi de leurs institutions. Et ce qui se passe là, c'est dingue quand même de voir que le programme qui était de rendre la France attractive aux investissements étrangers, de faire en sorte que le pays remarche, etc., on arrive exactement à l'inverse. C'est-à-dire qu'on fait peur aux investisseurs étrangers, le pays s'arrête. Vous avez Business France qui a sorti son rapport le mois dernier sur justement l'attractivité et ce qu'on pouvait attendre. Je pense qu'il faut tout remettre à plat et dire qu'est-ce qui va se passer après les Gilets jaunes. Quelle va être l'image de la France sur les marchés internationaux? On a entendu ce matin des patrons d'hôtels dire qu'ils avaient 30 à 40% d'annulation. Ça, c'est dans le court terme. Mais au long terme, déjà, le mal est fait. C'est vrai que... Deux choses. Frédéric. C'est vrai que le Francis Bach a peut-être du plomb dans l'aile. Surtout, moi, je m'interroge sur le format. Peut-être que beaucoup de Français, je ne parle pas des Gilets jaunes, attendent un Macron, alors peut-être gaulien, sur le mode « je vous ai compris ». J'ai compris la souffrance, j'ai compris la désespérance, j'ai compris que nos actes n'ont pas été bons. Mais est-ce qu'un format court, un format vertical, une allocution qui va durer entre 5 et 12 minutes suffit? Ne valait-il pas mieux peut-être un échange avec des journalistes? On se souvient d'une intervention particulièrement réussie de Nicolas Sarkozy au pire moment, novembre 2011. Pas bête, ça. Crise des dettes souveraines. Pour la première fois, il passe les 60% de soutien chez les sympathisants UMP. Il y a des candidatures intestines face à lui, qui Hervé Morin, qui Christine Boutin. Et il arrive à remobiliser une majorité silencieuse, le peuple de droite. Maintenant, là où il y a vraiment un écueil pour Emmanuel Macron, bien sûr, il peut annoncer beaucoup de choses jouées au Père Noël, mais ne pas perdre le fil de peut-être son unique atout auprès des Français. Oui, cette dernière carte. La dernière carte, merci Sophie, la capacité réformatrice et la cohérence entre son programme présidentiel et ce qu'il annonce. Ce socle de 25%,
qui lui assurerait sans doute une réélection, parce que la présidentielle, c'est un combat, on en est bien sûr très loin, mais est-ce qu'il va trop le laisser de côté? Là, il y a un vrai danger par rapport à sa base. C'est très malin, il aurait dû se faire interroger. Concrètement, qu'est-ce qu'il doit dire? Il doit se faire interroger, je trouve ça très malin. Non, je pense qu'il devait se faire interroger. Je pense qu'il doit annoncer des choses fortes, simples, et pas des choses sur le moyen terme. Maintenant, le risque, c'est, comme ça a été très bien dit, mais je ne suis pas économiste, c'est l'augmentation encore de la dette dans un contexte extrêmment compliqué, et qu'il annonce des choses qui soient, ou des retraits qui soient en rupture avec son programme, c'est perdre cet atout de distinction par rapport à ses prédécesseurs. Alors, juste, on va prendre 2 auditeurs, et je voudrais préciser, il y a une auditrice qui me dit pourquoi donner l'antenne à quelqu'un qui ose parler au nom des Gilets jaunes, mais qui est en réalité représentant local de En Marche. Il le dit lui-même, je suis en relation. Il l'a dit, oui, il l'a dit, mais nous, quand il a appelé au standard, il ne l'a pas dit, il s'est présenté, donc il l'a dit, et il l'a pas dit. Il a dit qu'il était soutien de Gilets jaunes, mais il s'est pas revendiqué comme... Mais c'est ça qui est complexe, c'est qu'il y a autant de Gilets jaunes qu'il y a de Gilets jaunes. Donc voilà, donc on donne l'antenne quand les gens appellent, on n'a pas le CV entier. Daniel est en ligne avec nous. Bonjour Daniel. Oui, bonjour. On vous écoute. Oui, Daniel, oui, je suis d'abord félicitations pour votre émission. Merci Daniel. Toujours intéressante. Moi, je suis retraité, j'ai 64 ans. Je veux réagir à ce mouvement à mon niveau de citoyen. Ce mouvement citoyen que plus de 70% des Français soutiennent encore aujourd'hui. On de la sympathie. Frédéric Dabi nous a expliqué qu'il y avait de la sympathie, mais le soutien, c'est 40%. Alors moi, je ne vois plus du tout de sympathie. Alors vous attendez quoi du président? Moi, je me qualifie rapidement, je me qualifie d'humaniste, en portant un regard systémique, global, sur la société française et sur toute la population française. La crise que nous vivons est compliquée, voire complexe. Elle est française, vous l'avez assez dit, mais elle est européenne et fortement liée à la mondialisation que nous subissons. Voilà. Autrement dit, elle nous dépasse. Une parenthèse pour dire rapidement que je ne cautionne pas du tout la violence, mais s'il n'y avait pas eu un peu de casse, le mouvement des Gilets jaunes n'existerait plus aujourd'hui. J'écoute avec attention tout ce que disent les médias. Oui. Vous parlez de trop de taxes, évidemment. Pouvoir d'achat inégalitaire. Problème lié à la mobilité. Moi, je vis dans le Lot, en pleine campagne, où il n'y a plus rien. Bon. Donc, l'énergie trop chère, qui débouche sur une précarité énergétique, disent les médias, etc. Face à toutes ces revendications, le plus souvent légitimes. Mais mais ça on l'a dit, Daniel. Nous ne pouvons pas tenir compte, mesdames et messieurs. Nous ne pouvons pas tenir compte, je rejoins tout ce que vous avez dit et tout ce que vous dites, l'équilibre budgétaire. Et pourtant, on va en parler justement. On va en parler de l'équilibre budgétaire justement. Pardon de vous interrompre, Daniel. Il faut qu'on avance un petit peu. Éric Revel. Alors, le monsieur a tout à fait raison. L'auditeur Valérie a tout à fait raison. Le problème, c'est qu'on ne peut pas aborder, me semble-t-il, ce genre de débat en ce moment parce qu'on est totalement inaudible par rapport à la souffrance et à la vague jaune. Mais le problème, il est bien là. On a aujourd'hui 1100 milliards d'euros de dette. On a un déficit de 100 milliards d'euros par an. Les mesures qui vont être annoncées ce soir par le président de la République, peut-être une revalorisation de la prime d'activité, peut-être une défiscalisation des heures supplémentaires, tout cela, ça a un coût. Le fait d'avoir remis la taxe carbone, évidemment, ça a un coût. Donc, au bout du bout, on voit bien que la situation française budgétaire est très compliquée. Et alors, j'ai été très étonné, mais je voudrais qu'on vérifie l'info, c'est que le ministre de l'Agriculture, tout à l'heure... Guillaume, voilà, monsieur Guillaume, si j'ai bien compris, il a émis l'hypothèse qu'on pourrait peut-être s'exonérer des contraintes budgétaires européennes qui sont les nôtres, si j'ai bien compris. C'est-à-dire que, est-ce que le gouvernement est en train de préparer l'idée que non seulement on ne tiendra pas le retour au fameux 3%, vous savez, les critères de Maastricht, déficit PIB, ou est-ce que le gouvernement va laisser filer les déficits? C'est une vraie question, mais alors derrière, ça pose un autre souci, évidemment, c'est l'éclatement de la zone euro. Si on peut retrouver cette citation... Guillaume, prêt à repasser au-dessus des 3%. Le ministre de l'Agriculture a ouvert la porte lundi, un déficit supérieur à 3% du PIB, donc le plafond qui est fixé par les règles européennes. Ce qui est autrement plus grave que les 3% de déficit, c'est que l'extrême droite, les populistes gagnent la plupart des élections en Europe. Il est quand même membre du gouvernement, le ministre de l'Agriculture, et
dit ce matin. Est-ce que 3,1% c'est vraiment un problème? Mais alors là c'est un vrai sujet. C'est vraiment très intéressant comme d'un point de vue de la pratique gouvernementale, on est passé d'un gouvernement quackless, anti-quack. Il n'y avait pas un quack. Les ministres ne parlaient que de leur propre sujet. Et là, on a Marlène Schiappa qui parle de l'ISF. Qui parle, merci Sophie, qui parle de l'ISF. Merci pour les cœurs. Là, visiblement, il y a des éléments de langage, visiblement, parce que je vois Didier Guillaume qui dit mot pour mot ce qu'a dit Julien de Normandie. Je ne pense pas que c'était une bonne idée, la baisse de 5 € des APL. Ça a donné un choc. Non, sûr, mais... donc on va avoir ça. On va avoir je pense le président de la République ce soir qui va faire un mea culpa en disant je me suis trompé, la baisse des APL, j'ai fait des erreurs. Il finira pas par dire je vais faire plein de dettes et on va financer des postes d'infirmières. Moi je voudrais que quelqu'un m'explique pourquoi la hausse du SMIC n'est pas une bonne idée et que c'est un danger pour l'économie. Valérie, je vous l'ai expliqué déjà. Je voudrais que vous l'expliquiez aux auditeurs. C'est une façon de parler. Je suis très intelligente, j'ai tout compris. Ça aboutit automatiquement à du chômage. Pourquoi ? Parce que le SMIC a des charges sociales. Oui, il y a votre téléphone qui sonne. C'est peut-être le président qui vous appelle. Non, monsieur le président, une seconde, je suis à l'antenne. Voilà. Oui, non, mais pourquoi ça aboutirait à du chômage d'augmenter le SMIC ? Le SMIC, les bas salaires sont subventionnés en France parce que sinon, on n'arriverait pas, on n'emploierait pas des gens qui n'ont aucune formation, etc. Donc, on a moins de charges. Ce qui fait que quand vous augmentez le SMIC, vous gardez vos salariés au chaud dans l'enveloppe du SMIC. Et personne ne va aller payer 45% de charge alors qu'il va payer 20% pour une augmentation minime à quelqu'un qui est au SMIC. Donc ça alourdit le coût du travail. Ça alourdit et en plus ça rétrécit l'espace qu'il y a entre un type qui est payé au SMIC, celui qui est payé juste au-dessus du SMIC qui lui a une qualification, etc., qu'on n'augmente pas. Ça désorganise complètement. Ça désorganise l'échelle des salaires. Pourquoi on en arrive là à dire des gens qui travaillent n'arrivent pas à finir le mois ? Vraie question. Il y a une question de la dignité, c'est-à-dire pourquoi le travail est si peu cher ? Si augmenter le SMIC, ça fait qu'il y a moins d'emplois. Alors à ce moment-là, si le problème c'est le coût du travail, il n'y a qu'à baisser les hauts salaires. Encadrons les hauts salaires. Alors là, on a plein d'emplois. On encadre le travail. Et on partage. Non, mais cette réflexion-là de dire que le travail coûte trop cher, donc ça détruit des emplois. C'est quoi ça ? Non, que le SMIC. Ça sort. Non, mais alors pourquoi ? D'abord, moi je voudrais un SMIC régional. Un SMIC régional, ce serait une bonne idée. Non, mais il y a un vrai problème là du coût du travail, de dire pourquoi ces gens-là sont si peu payés, tandis que les actionnaires s'en mettent plein les fouilles. Vous voyez bien dans quelle situation on est. C'est que je ne vais pas revenir à une situation qui avait plein d'inconvénients aussi, mais aujourd'hui on est dans la zone euro, avec un euro qu'on ne peut pas dévaluer. Hein. On faisait des dévaluations compétitives, mais pas que nous, quand on était en difficulté. Alors certains diront, ça n'a pas permis de faire des réformes, donc ça a au contraire contraint l'économie française. Mais regardez, quand on dévaluait une monnaie, on pouvait devenir un peu plus compétitif. Aujourd'hui, c'est impossible, puisqu'on fait partie de la zone euro. Donc la seule variable d'ajustement, c'est le niveau des salaires. Ouais. Donc le niveau des salaires, il est pressuré aujourd'hui dans notre pays, parce qu'on est à cette contrainte européenne avec un taux d'intérêt unique, qui fait qu'on ne peut pas récupérer de la productivité d'une autre façon, ou alors, mais ça a été différé depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans, faire des réformes de fond qui permettrait à l'économie française d'être décorsetée. Passez-moi l'expression. Mais enfin, Sophie, vous avez soutenu des régimes, vous avez soutenu des gouvernements qui n'ont pas fait plus de réformes. Mais je suis d'accord. Bon, voilà. Donc, je veux dire, Emmanuel Macron aujourd'hui, il paye ça. Il paye ça. On n'a jamais été suffisamment pédagogique. On n'a jamais tenu le cap. Et Emmanuel Macron va pas le tenir davantage. Non, mais et au-delà de ça, c'est-à-dire que à son arrivée au pouvoir, Emmanuel Macron a un plan pour la zone euro. Il le met sur la table, il dit il faut une gouvernance de la zone euro. Les Allemands, Angela Merkel était déjà en faiblesse, il n'a pas aidé par personne, il se retrouve seul, le plan n'est pas mis en place et on en arrive là. Donc effectivement, il ne faut pas non plus taper tout le temps sur Emmanuel Macron. Allez, on se retrouve dans un instant, restez avec nous sur Sud Radio, on aura Stéphane en ligne 0826 300 300. Qu'attendez-vous des annonces de l'intervention du président de la République ce soir ? Quelles annonces ? À tout de suite sur Sud Radio.